Hello hello, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de podcast. Après avoir découvert la Géorgie et l'Arménie, me voilà de retour en Turquie pour continuer l'exploration de cet immense pays. La dernière fois, je vous ai laissé à Gyumri en Arménie. J'avais réussi à me dégoter un taxi pour m'amener à la frontière. Alors si vous vous souvenez bien de mon épisode précédent, vous savez que l'Arménie et la Turquie ne sont pas du tout copains, animosité qui se traduit notamment par des frontières terrestres fermées. J'ai donc dû repasser par la Géorgie pour aller en Turquie et c'est là que mon taxi m'a déposé. Et mon objectif c'était d'aller à Kars, il me restait une centaine de kilomètres à faire. Et donc après j'étais en mode bon bah super, j'arrive à la frontière, qu'est-ce que je fais? En plus c'est une petite frontière, enfin c'est pas un énorme poste de douane. Et donc le mec me dépose, j'arrive, je marche, et là je marche genre, je sais pas, 100 mètres. Il y a un mec dans son camion qui me fait des grands signes, et du coup je lui réponds, et il descend, il me dit mais tu vas où, tu fais quoi? Et je lui dis bah je vais dans cette ville-là, il me dit putain mais j'y vais aussi. Du coup voilà, là je viens de passer la frontière, et je retrouve le mec qui me prend dans son camion et qui m'emmène là-bas. Je suis trop contente. J'ai donc fait la rencontre de Bülent qui m'embarque dans son camion jusqu'à Kars. Après avoir écoulé le stock des quelques mots que je parle en turc, Hello Bülent! Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, nasılsın? Teşekkürler. On a continué la discussion via Google Traduction interposée. Kızım manyak mısın, evine git. Donc là, il vient me dire que j'étais folle et qu'il fallait que je rentre en France parce que je voyageais pendant trop longtemps. Ben 20 gündür evden çıkmışım. Çok sıkıldım, evi özledim, çocukları özledim. Evimi özledim, yatağımı özledim. Et là, il me dit qu'il est parti de chez lui pour 20 days. Ah oui, pour 20 jours. Çok sıkıldım, evimi özledim. Çocukları özledim, yatağımı özledim. Et que sa maison lui manque. Bah moi aussi la maison me manque. Ça, c'est quelque chose qui m'arrive très souvent. Les gens que je rencontre ne comprennent pas forcément ce que je fais. Soit comme Bülent, ils ne s'imaginent pas pouvoir le faire et quitter leur famille aussi longtemps. Soit ils n'ont tout simplement ni le temps ni l'argent de le faire. Après une petite tempête de neige, Bülent me débarque à Kars. Je fais la rencontre d'Erdoğan, mon hôte couchsurfing. Il est très sympa, mais comme beaucoup de Turcs, il fume comme un pompier, et même chez lui. Sauf que comme il a des chats et qu'il habite au rez-de-chaussée, il n'ouvre pas ses fenêtres, donc je vous laisse imaginer l'affaire. Pour une non-fumeuse, c'était pas simple. En Turquie, la plupart des gens fument à longueur de journée, et le paquet de cigarettes qui coûte 2 € n'aide pas à arrêter. Et entre deux clopes, je suis partie découvrir la ville de Kars. C'est l'heure de la prière et du coup on entend des appels, l'adhan, l'appel du muezzin partout. C'est énorme. Et du coup je suis quand même rentrée dans la partie où je n'étais pas censée aller et bon, tout le monde m'a dévisagée, j'ai passé une tête et je suis partie. Mais je reste vraiment choquée de ce traitement réservé aux femmes. Dans la mosquée en question, c'était dans une pièce à part, aux murs blancs, sans aucune décoration ni fioriture, que les femmes étaient censées prier. Et on voyait évidemment même pas l'imam qui était en train de parler. Et me voilà au beau milieu de la nature. Non, je déconne, je suis au musée. Je suis au musée du fromage à Kars. Il se trouve que Kars est une ville connue pour sa production de fromage. Ils ont carrément un musée dédié au sujet que je me suis empressée de visiter. Il est notamment produit le kachar, un fromage qui bénéficie d'une IGP et qui est consommé à travers tout le pays. Outre le kachar, qui est un fromage à pâte dure comme on pourrait avoir chez nous, ils ont aussi le tulum peyniri, un fromage affiné dans une peau de chèvre, donc au goût assez prononcé, et le sivil peyniri, un fromage tout en filament. Et ensuite, je suis repartie dans la ville faire des rencontres. Je suis allée me balader auprès d'un hôtel où le jardin était assez sympathique. Et les gens dedans étaient trop gentils. Ils m'ont invité à prendre le thé. Ils m'ont fait le thé, on a discuté. Bon, ils parlaient vraiment pas trop anglais, mais on a quand même réussi à se comprendre un peu. Et du coup, une fois de plus, donc j'ai raconté un peu ce que je faisais, etc. Et une fois de plus, on m'a dit ah, mais t'es en train de vivre mon rêve, quoi. T'es en train de vivre ce que j'aimerais tellement pouvoir faire. Donc c'est quand même fou quoi de voir ça. On a tellement de chance nous dans notre pays, on a tellement de chance. C'est vraiment ouais, ça crève un peu le cœur parce que j'aimerais tellement que tout le monde puisse profiter de ces conditions là, mais malheureusement c'est une possibilité pour
une toute petite partie d'entre nous. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit à plusieurs reprises avec la même formulation. Tu es en train de vivre mon rêve. Je sais jamais trop comment réagir à ça. On vit dans des réalités qui sont tellement différentes. Ma réalité de personne ultra privilégiée me rattrape régulièrement et sans la banaliser, c'est quelque chose qu'il faut aussi apprendre à voir et à accepter. Après une journée à vadrouiller dans la ville, je retrouve mon hôte qui m'emmène faire une nouvelle expérience. Tous les mercredis soirs, il va dans un ciné-débat et comme on était mercredi soir, on est allé au ciné-débat. Le film était en portugais, sous-titré en turc et le débat était en turc. Alors évidemment, j'ai pas compris grand-chose, mais juste être là parmi eux était un super moment. Et j'ai pu découvrir un détail intéressant. Dans les cinémas turcs, le film est coupé à la moitié, potentiellement au beau milieu d'une conversation, le temps d'une pause d'une dizaine de minutes. Pause pendant laquelle tout le monde va fumer une cigarette, comme vous pouvez vous imaginer. C'était vraiment une chouette soirée, point d'orgue de la découverte de Kars et de ses habitants. J'ai ensuite sauté dans un bus pour aller à Van, une ville plus au sud. Je découvre donc pour la première fois les trajets en bus en Turquie, un vrai luxe. Alors déjà, c'est des bus 2+1, c'est-à-dire que le nombre de sièges par rangée, c'est 2 d'un côté et un seul de l'autre. Et quand tu réserves, il t'indique de quel côté le soleil va taper et tu dois aussi indiquer à la réservation si tu es un homme ou une femme et tu peux pas t'asseoir à côté d'un homme si tu es une femme et inversement. Et le mieux, c'est que tout au long du trajet, il t'abreuve de thé, de café, d'eau autant que tu veux et de petits gâteaux. Flixbus, si tu passes par là, prends-en de la graine. Ils sont vraiment gentils et ils ont accepté de me déposer là où je leur ai demandé, qui n'était pas du tout la gare routière, mais ça posait aucun problème tant que évidemment c'était précisément sur leur route. Et donc ils m'ont déposé à la cité universitaire au nord de la ville où j'ai retrouvé mon autre couchsurfing, Yusha. Yusha, il étudie pour devenir prof de musique et pour devenir prof de musique, il faut savoir faire du piano. Et donc pour s'entraîner, ils ont chacun une petite salle avec un piano dedans. Ni une ni deux, on s'est lancé dans une session de musique avec Yusha, lui au violon et moi au piano. On est ensuite allé écouter l'orchestre de son université qui répétait pour un concert. Après cet intermède musical, on est retourné dans la petite salle faire notre propre musique et s'essayer au chant. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Voilà, donc ça, c'était mon arrivée à Van. Alors autant dire que l'affaire commençait ultra bien. Van, c'est une ville de 500 000 habitants, complètement à l'est de la Turquie, vraiment pas très loin de l'Iran. Elle se situe à côté du lac éponyme, le plus grand lac de Turquie. Ce lac s'est créé suite à une éruption volcanique et il fait partie des rares lacs endoréiques du monde. Bon, ça veut dire que c'est un bassin fermé. L'eau des pluies et des rivières qui l'alimentent n'en ressortent que par évaporation. Et la conséquence de ça, c'est que le lac est très salé, je confirme, j'ai goûté pour vous, et on y trouve aussi beaucoup d'autres minéraux comme du sodium, carbonate, bicarbonate, etc. Donc cette composition ultra particulière de l'eau fait que presque aucune plante aquatique ne peut y pousser et que aucun poisson n'y vit. Et autre conséquence, si vous baignez longtemps dans cette eau, eh bien ça peut vous décolorer les cheveux. Et mon hôte m'explique que l'été, les gens de Van deviennent tous blonds. Now we are heading to Akdamar Island, which is the symbol of Van. I mean, it's the best season to go there. Yes. And you will see lots of flowers, let's say, and a very beautiful church.
which is very important for Armenian Et people. au milieu de ce lac, il y a une île sur laquelle je suis allée avec mon hôte et ses amis. L'île était absolument magnifique avec ses amandiers en fleurs et son église arménienne en son centre. Et il y avait des festivités sur l'île ce jour-là, de la musique et des danses traditionnelles. Bon, me voilà sur une île, un festival qui n'emporte de festival que le nom parce que il n'y a pas vraiment de musique. Mais l'île est incroyable. En gros, c'est la fête des amandes et donc tous les arbres sont en fleurs, c'est incroyable. Mais il y a juste beaucoup trop de monde et c'est n'importe quoi. Les gens, en gros, les gens viennent vraiment juste pour faire des photos, des selfies de partout. Ils font que ça, que se prendre en photo. Et mais bon, c'est quand même rigolo. Et du coup, comme d'hab, quand ils me voient avec mon appareil photo, les gens ils me demandent des photos. Du coup, je me suis fait des copains qui m'ont donné du coup plein de bouffe, des bouteilles d'eau. C'est trop cool. Et vraiment, le lieu est vraiment magnifique. Ça valait le coup de venir, de faire beaucoup de queues. C'est assez mal organisé, mais on l'a fait. Alors en effet, l'orga c'était compliqué, il a fallu s'armer de patience, mais le jeu en valait la chandelle. Et pour revenir sur mon commentaire sur les gens qui se prennent en photo, depuis que je suis arrivée en Turquie, c'est un constat que je me fais quasi quotidiennement. Les gens adorent se faire prendre en photo tout le temps, partout, sous toutes les coutures. C'est assez insupportable et même ça me rend assez triste. Je repense par exemple à la pote de mon hôte qui était venue avec nous sur l'île. Elle nous a demandé à de nombreuses reprises de la prendre en photo et elle a passé le reste du temps le nez sur son téléphone pour poster ces mêmes photos sur Insta. Alors évidemment, je le fais aussi de me prendre en photo et de les poster sur les réseaux, mais certains ici le font tellement tout le temps et attendent que je pose comme ci et comme ça que ça en devient vraiment affolant. Mais heureusement, ils ont aussi d'autres occupations. Alors, enfin j'arrive à me poser pour faire un mini enregistrement. Donc là, je suis au Kurdistan. Les Kurdes, ils sont trop gentils. Genre limite trop. Genre, j'arrive pas à être tranquille dans ma journée à faire mes trucs. Il y a toujours des gens qui viennent me parler, qui viennent m'aider, me donner des trucs. Je me suis arrêtée dans une boulangerie prendre un petit truc à manger et au final ils m'invitent à déjeuner avec eux, ils m'ont offert plein de trucs. Et ensuite je rencontre des petits jeunes vers le château qui m'ont accompagné, des lycéens. Voilà, le mot est dit, il faut absolument qu'on parle maintenant des Kurdes et du Kurdistan. Bon déjà le Kurdistan c'est pas un pays et ça n'a jamais été un pays reconnu par la communauté internationale, même s'ils ont connu des formes d'indépendance au cours de leur histoire. Ça avait failli devenir un état autonome suite au traité de Sèvres de 1920, j'en avais déjà parlé dans un épisode précédent, mais la guerre d'indépendance menée par Atatürk a fait avorter ce rêve. Bref, aujourd'hui c'est une sorte de région qui s'étend sur 4 pays, la Turquie, l'Irak, l'Iran et la Syrie. On estime sa population totale entre 30 et 40 millions de personnes, ce qui en fait le plus grand peuple sans état indépendant du monde, et en Turquie, il serait entre 15 et 20 millions sur un pays totalisant 80 millions d'habitants. C'est un sujet ultra sensible. Les Kurdes sont un peuple qui a subi de très lourdes répressions à travers son histoire. En Turquie, après la création de la République autonome par Atatürk en 1923, il a tout simplement été interdit pendant des décennies d'enseigner dans une autre langue que le turc, de parler le kurde en public, de donner des prénoms kurdes à ses enfants, de faire de la musique kurde ou tout simplement d'utiliser le terme kurde ou Kurdistan. Pour désigner les Kurdes, le pouvoir parle des Turcs des montagnes. Donc vous voyez, le fait d'interdire certains mots n'est pas une invention récente, elle a déjà conduit à la mort de nombreuses personnes. À partir des années 90, ces règles ont progressivement été assouplies, notamment avec la pression de l'Union européenne dans le cadre de la candidature de la Turquie à l'Union européenne. Aujourd'hui encore, la répression continue, notamment dans le domaine politique. Par exemple, dans les villes qui élisent des maires kurdes, ces derniers sont rapidement démis de leurs fonctions par le PKK, le parti au pouvoir, et remplacés par un pantin du gouvernement. C'est un peuple avec une identité forte, leur langue, leur musique, leur culture. Et tous les Kurdes que j'ai rencontrés m'ont dit exactement la même chose, ils ne sont pas turcs, ils sont kurdes. So what's the name of this song? Ronda alla Turca. Ronda alla Turca Yeah. by Mozart. Mozart. And you were telling me Turkish march. Huh? Turkish march, and you were telling me it was part of the Orientalism. Yeah. Yusha m'a appris que cette marche turque de Mozart s'inscrivait dans un mouvement plus général appelé
Orientalism en anglais et plutôt orientalisme en français, qui désigne cette fascination qu'a eu l'Europe artistique et littéraire au XIXe siècle pour l'Orient, représenté comme exotique, sensuel, mystérieux et parfois barbare. La marche turque de Mozart est avant-gardiste de ce courant, car elle date de 1783, mais elle s'inspire clairement de cet imaginaire où l'Orient est utilisé ici comme un décor sonore dans une œuvre orientale. Et sinon, en discutant avec Yusha, j'ai aussi réalisé une petite erreur qui s'était glissée dans mon esprit. Okay, so Yusha, how do you call this singing that we are hearing? Its name is ezan. Ezan, and not Adan, as I said previously. It's a call for prayers. Yes. Yeah. And who is calling? It's the muezzin, right? Yes, the muezzin. Muezzin means the person who sings the azan. Et il m'a aussi partagé un mot français qui sonnait particulièrement bien à ses oreilles. After time, I start to use it. Yeah, because it's so cool when you say it. Piton. Inside your head, inside your mouth, and like attacking. Piton. Et dernière chose intéressante sur Van, c'est qu'on y trouve une race unique de chats qui est d'ailleurs protégée. Ce sont des chats avec un pelage blanc soyeux qui ont la particularité d'avoir des yeux vairons, l'un bleu et l'autre ambre. Après toutes ces aventures et découvertes, j'ai repris la route à bord de ces bus tout confort pour continuer à m'enfoncer dans le Kurdistan. Et je me suis retrouvée dans la magnifique ville de Mardin. Me voilà arrivée à Mardin. Et rien qu'au son de la ville, on voit qu'on est dans un endroit complètement différent. Ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir de retrouver du beau temps, du monde. Et la teuf, on dirait. Je me suis rendue au café dont mon hôte Couchsurfing était le gérant, il m'y attendait. Waouh! How are you? Feather. Nice to meet you. Oh my god, it's so beautiful. Hi, Alice. Hi, nice to meet you. Wow! How's it? Wow, it's amazing. La vue était vraiment à couper le souffle. La ville est une carte postale vivante, construite à flanc de collines, en terrasses empilées, sans route pour véhicules. Les constructions sont en pierre calcaire jaune pâle, ce qui donne une couleur de miel à l'ensemble. Les rues n'y sont pas droites et c'est un dédale dans lequel il est incroyable de se perdre. Le soir où je suis arrivée, mon hôte avait organisé une rencontre dans son café pour que ceux qui le voulaient puissent pratiquer leur anglais. Et j'y ai appris pour ma part quelques mots kurdes. Okay. Okay, wow. Okay, means Chagazel means very beautiful. Good. You are good. We are good. Et j'ai aussi appris que les familles traditionnelles kurdes comptaient beaucoup d'enfants. So, okay, how many brothers and sisters do you have? 8. 8. For Yes, Kurdish? yes. For Kurdish people, do you have how much child? This down for power. Yeah, the more children you have, the more Yes. powerful you are. Ottoman style. Ottoman style. Kurdish style. Kurdish style. First, my brother Serkan. Yo, Serdar. Sevgi. Serhat. Serkan. Sevda. Samet. Sevgi. Sevda. I forget. Really, we so have. You forgot the name of We your... so happy. Voilà, le gars avait tellement de frères et sœurs qui ne se souvenaient même pas de tous leurs prénoms. Et quand ce fut le tour de parole de mon hôte, il a pris le temps de me raconter une légende kurde, celle de Shahmaran. I'm Ahmed. I'm gonna tell you the story of Shahmaran, which is popular here in Mardin and also in some other cities like Mersin and in the culture of Persian also. Okay. It's actually like half snake, half human, a lady. She was like the queen. Shahmaran est mi-femme et mi-serpent et vit dans un royaume souterrain entouré de serpents paisibles. Un jour, un jeune homme en fuite découvre sa cachette. Il est accueilli et Shahmaran lui enseigne le secret des plantes et de la médecine. Après des années, il retourne chez les humains.
Mais lorsque son roi tombe gravement malade, il apparaît que le seul remède qui puisse le sauver soit de manger le cœur de Shahamaran. Le jeune homme qui la connaît révèle alors son existence. Bien que trahi, Shahamaran accepte son destin avec dignité et se sacrifie. À sa mort, son savoir se transmet au jeune homme en question, qui deviendrait alors le premier médecin traditionnel selon la légende, et Shahamaran devient un symbole de sacrifice, de sagesse féminine et de transmission du pouvoir. Definitely. Did it save the queen, The king, yes, yeah, but the love of Mata, she Is died. But it is very interesting. Je trouve intéressant que dans cette légende, les serpents ne soient pas associés à des images négatives, au contraire. Par contre, l'image de la femme qui doit se sacrifier pour que vive un homme, ça me plaît vachement moins. Bon, en tout cas, Shahamaran, je l'ai souvent vu représenté en me baladant à Mardin. Et à Mardin, je me suis pas mal baladée. C'est un haut lieu du christianisme syriaque oriental, on y trouve donc plusieurs églises. Et ce que j'ai préféré dans cette ville, c'est de pouvoir me perdre dans ses rues. Et j'ai même rencontré des Français au café où je me suis posée. On a un peu discuté de podcast ensemble car ils avaient aussi la volonté de faire ça. Trop bien. Et du coup, mais attendez, vous enregistrez avec votre tel? Oui, j'ai Ok. une super qualité sur Ah, le la téléphone. qualité d'enregistrement, elle est bonne. Bah, en vrai, ça Stylé, va. ok. Bah, je pense que j'aurais juste enlevé les bruits, etc. Ou quoique, apparemment, ça peut- Et en termes de nourriture à Mardin, on trouve notamment un dessert syrien nommé Syriani Çörek, une spécialité pâtissière des chrétiens syriaques de Mardin. Authentic. Suryani Çörek in Mardin is famous cookies, some kinds of cookies. We're making these cookies from 12 kinds of spicy. What kind of spicy? Like cinnamon, Yeah. cardamom, blah 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 blah. Not hot spicy, okay? Not pepper. And we put it inside date. Épicé avec des dattes, c'est vraiment délicieux. Mardin est à quelques kilomètres de la frontière syrienne. Il y a pas mal de Syriens ici, comme celui avec qui je parlais à l'instant. Et en traversant la frontière, ils ont emmené avec eux leurs spécialités culinaires. Et enfin, j'ai aussi eu droit à des petits intermèdes musicaux dans la ville. Quand j'ai découvert que les Kurdes ne se présentaient pas comme Turcs et que d'ailleurs ils n'aimaient pas les Turcs, je me suis mis à systématiquement demander aux gens comment ils se définissaient. Et j'ai été surprise d'apprendre qu'à Mardin, ils se définissent comme Kurdes, mais aussi ils sont fiers de se dire Mésopotamiens. Ça m'a fait des flashs de mes cours d'histoire du collège. Ce mot à lui seul fait prendre conscience à quel point l'histoire de cette ville remonte à des millénaires. Mardin, c'est de loin la plus belle ville que j'ai pu visiter en Turquie, complètement hors du temps. Et j'ai ensuite repris la route pour découvrir une autre ville que j'ai adorée, Urfa. Et donc, je suis dans cette nouvelle ville, Urfa. Je suis trop contente. Je suis arrivée en bus ce matin et en vrai, je ne savais pas quoi faire. On m'avait conseillé d'aller visiter un truc à 1h30 de route, sachant que je prends le bus de nuit ce soir. Donc en gros, c'était soit je faisais cette visite-là, soit je visitais la ville. J'étais perdue, vraiment, je savais pas quoi faire. Je m'assois, je vais voir un mec, je lui commence à lui expliquer mon truc et il m'a aidé, on a fait un plan ensemble. J'ai pu lui laisser mon sac parce qu'il travaille à la gare. Et il m'a dit en vrai, le plan où tu voulais aller, bah en fait c'est juste un truc à voir, au bout de 20 minutes c'est réglé. Alors que la ville, il y a plein de trucs à explorer. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allée découvrir la ville et je suis tellement contente d'avoir fait ça car j'ai passé une après-midi extraordinaire. J'ai commencé par tomber sur la rue des scooters. Il n'y avait que des magasins de scooters et de réparation. Je découvrais des rues très différentes de ce que j'avais vu avant, les couleurs, les odeurs, aucun touriste, et j'en suis débarquée dans le bazar de la ville. Et là, je suis tombée sur un bazar comme j'en avais rêvé d'en voir un. Des étals qui débordent de partout, des gens qui vont dans tous les sens, des bruits, des odeurs. Tout était si beau. Armée de mon appareil photo, j'en ai arpenté les allées en long et en large et je me suis fait inviter à boire le chai chez un artisan. Merhaba. Merhaba. What's your name? Ömer. Ömer. Memnun oldum Ömer. Ömer. Il m'a ensuite fait une démonstration de son travail. À l'aide d'un marteau et d'une pique, il crée du relief sur le métal de ses assiettes, plateaux ou autres, et ça imprime une sorte de motif.
Il a la main sûre et il doit être un peu sourd à force de taper ainsi à longueur de journée. D'ailleurs, ne dit-on pas taper comme un sourd ? Je me suis baladée, vraiment c'était trop beau, plein d'épices, plein de gens, plein de couleurs, plein de bruit, des gens trop gentils et je me suis transformée en la photographe du bazar. Il y a des gens qui venaient vers moi en mode « Ah mais attends, mais tu peux nous prendre en photo ?» C'était génial et du coup j'ai plein de photos à envoyer, j'ai plein de contacts sur WhatsApp et maintenant il faut que je leur envoie les photos donc je sais pas comment je vais me souvenir de quel numéro appartient à quelle tête, mais bon on va essayer. Et trop cool, mais j'ai pu faire réparer mon collier. Le collier que m'avaient offert mes sœurs à mon départ. Il y a quelques jours, hier d'ailleurs, avant-hier j'ai cassé le collier que m'avaient offert mes sœurs à mon départ. J'étais trop triste. Et du coup là je me baladais, il y avait plein de bijouteries et du coup je suis rentrée dans une et j'ai dit écoutez, est-ce que vous pouvez me réparer ça ? Ils me l'ont réparé pour 2,50 €. J'ai trouvé que c'était un deal honnête. Et voilà, je suis donc une femme neuve. Et c'est une fin de journée à Şanlıurfa. Et donc c'est là-dessus que j'ai quitté la ville pour prendre mon bus de nuit pour Antalya. J'étais tellement contente de ma journée, d'être tombée sur ce gars à la gare routière qui parlait anglais, qui était tellement gentil, car évidemment on a aussi discuté autour d'un chai et ça m'a vraiment sauvée qu'il me propose de garder mon sac. J'ai pu me balader librement dans la ville et vivre une expérience vraiment fabuleuse. D'ailleurs en fait la ville s'appelle pas Urfa mais Şanlıurfa et c'est dans cette ville que serait né le prophète Abraham. Il y a toute une partie religieuse de la ville qui est vraiment passionnante. La ville a une sorte d'aura un peu mystique et magnétique qui m'a beaucoup plu. Si Mardin était une ville unique et magnifique, Urfa m'a semblé bien plus vivante et plus émouvante. C'est donc la tête pleine de beaux souvenirs et de belles images que j'ai repris ma route. Je quittais en même temps le Kurdistan. Découvrir leur identité, leur histoire et leurs revendications a été un moment fort pour moi qui n'en connaissais pas grand-chose. J'ai ensuite sauté dans un bus de nuit pour me réveiller quelques heures plus tard à Antalya. Enfin une ville au bord de la Méditerranée. Un vrai bonheur de me dire que pour une bonne partie de la suite de mon voyage, j'allais régulièrement la côtoyer. À peine arrivée, j'ai passé l'après-midi avec Solal, un Français de passage qui m'avait contacté sur Couchsurfing. Alors, où est notre ami ? Salut ! Ça va ? Trop cool ! Incroyable ! Alice ? Solal, ça va, t'as fait mon mail ? Bah ouais, écoute, un peu longuet au final. Après s'être baladé dans les rues de la ville et une belle session de baignade dans l'eau, on allait se boire une bière dans un parc qui surplombait la mer. Et on a eu le droit à un meeting aérien au-dessus de nos têtes. Non, c'est une patrouille la patrouille de Turquie, les chasseurs turcs qui survolent la baie d'Antalya. Et je pense qu'ils tournent pour la fête des enfants qui est aujourd'hui. Et ils doivent faire plaisir un peu à tout le monde parce qu'ils font toute la baie d'Antalya. Ils sont 6. Et les gens sont très contents, ils applaudissent, ils sont très fiers de leur armée. Et du coup, on s'est posé plein de questions existentielles sur les Rafales, comme par exemple la contenance en carburant et leur autonomie. Dassault Rafale, capacité interne environ 5320 litres de carburant. Par heure. Non, capacité, capacité de réservoir. de réservoir. Et en gros, ils peuvent avoir des capacités externes, des réservoirs largables, jusqu'à 3 bidons de 2000 litres. Donc en tout, ils peuvent avoir 11 000 litres, quoi. Ouais, c'est pire en pire, le mec il a une fois qu'il a fini son réservoir, Ouais. il le lâche genre. Mon arrivée à Antalya a signé le début d'une semaine beaucoup plus tranquille par rapport à ce que j'avais fait jusque-là. Après autant de temps à vadrouiller non-stop et à sociabiliser en permanence, j'avais besoin de recharger mes batteries et le beau temps et la mer étaient exactement ce dont j'avais besoin. À Antalya, j'ai été accueillie en couchsurfing par Emre et son chat Bug. J'ai adoré les moments qu'on a passés ensemble. Emre était vraiment un hôte adorable. Wind, you know, so like when there is wind, it will cut it. So, do you want to say something to Fabrice? What should I say?
Whatever. Like, who is this little person here? Cet enregistrement est tellement drôle parce qu'il était hyper intimidé par Fabrice et il parlait à voix basse en me regardant à la dérobée. Bon, alors c'est vrai que Fabrice est assez gros et plusieurs fois il a intimidé mes interlocuteurs. Après m'être baladée en Thalia, j'ai continué vers l'ouest sur la côte, débarquant dans la petite ville de Kash. Je me trouve à ce moment sur la côte lycienne, magnifique côte avec des falaises tombant dans une mer turquoise, des plages secrètes, des pins et des ruines antiques. On y trouve en effet beaucoup de temples et théâtres antiques et acropoles, un avant-goût de la Grèce. J'ai fait une randonnée magnifique sur un petit chemin de terre rouge qui teintait les pierres de la même couleur, sillonnant à travers une belle végétation, offrant de temps à autre une vue magnifique sur la baie. Sur les conseils des gens de mon hostel, je suis allée voir le coucher de soleil dans les ruines bien conservées d'un ancien théâtre antique. J'y prends quelques photos et surtout, une chanteuse y avait pris place avec sa guitare et qui nous régalait de ses interprétations. Bon là, elle chante ma chanson préférée là. Celle que je fais tout le temps, Youkou. J'ai copié un peu là. Le lendemain, au moment de partir, une partie de backgammon se jouait devant moi que je me suis empressée d'enregistrer pour la partager avec vous. Je vous avais déjà parlé de ce jeu, très fréquent en Géorgie. Il est aussi fréquent en Turquie et j'étais ravie de pouvoir enfin en faire une transcription auditive. Après ça, j'ai continué sur la côte pour quelques jours dont j'avais trop hâte. Vous vous souvenez de Batu, mon premier road couchsurfing qui m'avait accueilli à Istanbul? Eh bien figurez-vous qu'il passait quelques jours en camping sur la même côte que celle où mes aventures m'avaient menée. Il m'a proposé de le rejoindre, ce que j'ai évidemment accepté avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, je vais rejoindre Batu qui est dans un camping. Et pour le fun, j'ai décidé d'y aller en stop. Et franchement, je suis pas déçue parce que je suis pas encore arrivée du tout. Pour l'instant, j'ai fait un scooter et une voiture et je suis tombée sur un craquito. Le mec était trop gentil, vraiment hyper gentil. Et il m'a emmené faire du tourisme. Après ces aventures de stop, qui ne seront pas les dernières, je débarque dans le camping. I'm so happy to see you. Yeah, me too. It's nice to see your smile and yes. To see I think you're already tanned a little bit. A bit, yeah, because of yesterday and the day before I tanned. On est resté 5 nuits au camping et ça a été pour moi un bon moment de pause. J'ai suivi le rythme de Batu qui était très chill et ça m'a fait le plus grand bien de ne pas avoir à planifier ou d'organiser quoi que ce soit. Et figurez-vous que Batu projette d'être guide touristique dans cette zone de la Turquie. Il venait donc aussi en repérage et m'a emmené tester différentes choses. Alors là les gars, c'est une dinguerie. On est au bord de la mer, sur la côte, et en fait on visite des bâtiments, enfin genre des anciens bâtiments abandonnés qui sont dans la roche. Genre on était dans un ancien monastère qui est construit dans la roche et là on a un petit puits avec de l'eau et ça résonne, Kokosnous. Et là on s'est posé auprès d'une petite plage, je leur ai mis du bigarong, on est bien. Alors là les amis, Batu m'a traîné dans une cascade, enfin dans un canyon plus précisément, qu'on a remonté et maintenant on redescend. Bon c'est pas facile, on est un peu trempé mais c'est incroyable. Incroyable! Un soir, qu'on rentrait d'une de nos superbes excursions, on découvre que des Russes viennent d'envahir notre camping ayant pris possession de la salle commune. Ils étaient là à ripailler, à boire des quantités phénoménales d'alcool, dont d'ailleurs ils renversaient la moitié par terre tellement ils n'y voyaient plus clair. Pas égoïstes, ils nous ont aussi servi des grands godets et m'ont laissé le contrôle de la musique. Alors là, on est en teuf avec des Russes qu'on a croisés au camping et je leur ai mis du Joule. I'm talking about the music. I put some Joule. He's a very famous singer in France. Yes. Very famous in France. Quentin, c'est pour toi ça, c'est pour toi mon bro. Et après, ils ont commencé à ne parler plus que russe et donc ça a vraiment commencé à être compliqué pour nous. Моя дорогая Лиса, люблю тебя, не могу, ты самая лучшая девушка, у тебя улыбка очень красивая, глаза прекрасные, обожаю тебя, Франция, это любовь. Et après quelques discussions, on a compris qu'ils étaient plutôt pro-Poutine, que d'après eux, la guerre en Ukraine, c'était pas une
une bonne chose, mais que quand même, les Ukrainiens, il ferait mieux de se rendre. Et donc c'est sur ces entrefaites qu'on est parti se coucher parce que c'était un peu trop pour nous. En tout cas, c'était assez étonnant parce qu'ils buvaient et étaient ivres, le tout devant leurs enfants, dont certains étaient vraiment en bas âge. Le lendemain, on a passé une journée à ne pas faire grand chose à part manger et attendre notre bus de nuit. En fait d'ailleurs, il a plu des cordes toute la journée, et cette fois, c'était des Turcs qui avaient pris le contrôle de la salle commune. Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi, ben de gönlümü gider adım. J'ai passé quelques jours super sympas dans ce camping, dont les propriétaires se sont pris d'affection pour Batou et moi. Ils nous ont offert le dîner quasiment tous les soirs. Et par ailleurs, j'ai pu remarquer que dans les campings turcs, il est si aisé de trouver une prise électrique. C'est simple, il y en a vraiment partout. Pas comme dans les campings que je connais en France, où souvent il n'y a des prises que dans les blocs sanitaires. Et après cette aventure de camping, c'était reparti pour une nuit de bus pour retourner à Istanbul, qui était mon premier arrêt en Turquie. Il était temps d'y retrouver Alexandre et de donner une nouvelle dimension à mon voyage. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Voilà, on arrive doucement vers la fin de cet épisode qui revient sur ma découverte du Kurdistan et de la côte lycienne. Cette deuxième partie a été très tranquille pour moi. Je me suis laissée porter par ce que Batou m'a fait découvrir et j'ai d'ailleurs pu constater que plusieurs fois c'était bien utile d'être avec quelqu'un qui parlait turc. Par exemple, on a plusieurs fois eu des très grosses réductions au restaurant, près de la moitié du prix affiché. Et la découverte du Kurdistan était une très belle étape, une région à l'identité forte et affirmée, bien que hautement opprimée, aujourd'hui encore, de façon plus insidieuse. Et surtout, j'ai pu admirer l'immense gentillesse des Kurdes et leur hospitalité. Vous verrez, on retrouvera d'autres Kurdes dans la suite des aventures. Dans l'épisode précédent, je vous racontais ma découverte de l'Arménie et les tensions entre ce pays et la Turquie. C'est à la non-reconnaissance par la Turquie du génocide qu'ils ont mené en 1915 qu'il faut remonter pour comprendre ces tensions. Résultat, aujourd'hui, les Arméniens vouent une haine envers les Turcs. Et pour vous dire, j'étais presque gênée de devoir leur dire que je repartais en Turquie explorer le pays. Mais surtout, j'étais très curieuse de pouvoir parler de la situation avec précisément les Turcs. Qu'en pensent-ils ? Que savent-ils ? J'ai abordé le sujet avec tous mes autres couchsurfing et j'étais choquée de découvrir la méconnaissance totale qu'il y avait sur le sujet. Le gouvernement en place a fait un énorme travail de brainwashing et de réécriture de l'histoire qui porte ses fruits. Dans certains cas, on me disait qu'il y avait eu des massacres des deux côtés, mais la plupart du temps, en fait, ils n'en savaient juste rien du tout. Ils ne s'intéressent pas du tout à eux, voire les dénigrent. Dans les cours d'école, traiter son camarade d'arménien est une insulte. Et ils ne sont pas du tout conscients de l'animosité des Arméniens à leur égard. L'autre explication que je vois, c'est que le génocide a principalement été perpétré par les peuples à l'est du pays, c'est-à-dire les Kurdes. Sauf que depuis, les Kurdes sont un peuple eux-mêmes très opprimé et qui doivent se battre pour la survie de leur propre langue et de leur propre culture. Leur priorité n'est donc pas de s'occuper de leurs voisins qu'ils ont opprimés il y a des décennies. En tout cas, me balader dans des pays voisins est hyper intéressant pour mieux saisir les sujets géopolitiques. Tous les jours, je me dis à quel point j'ai de la chance d'avoir ce passeport français et cette tête d'étrangère qui me permet d'aller facilement dans ces pays et d'y être bien reçu. Avant de terminer l'épisode, comme d'habitude, c'est l'heure du challenge auditif. Je vous mets un extrait sonore et vous devez deviner de quoi il s'agit. La dernière fois, le son était le suivant. Bravo à celles et ceux qui ont deviné, il s'agissait de mon application Duolingo sur laquelle j'apprends le turc. Comme j'ai passé pas mal de temps en Turquie, je me suis motivée pour apprendre quelques rudiments de turc. J'ai découvert une langue passionnante, très différente de celle que je connais. Déjà, l'ordre des mots dans une phrase est différente chez nous. C'est sujet, objet, verbe. Je mange une pomme se traduit en turc par je, une pomme, manger. Deuxièmement, le turc est une langue agglutinante, ce qui signifie qu'elle forme les mots en ajoutant des suffixes successifs à une racine. On peut donc se retrouver avec des mots très longs, et ce qui est marrant, c'est que quand on traduit un texte en turc, il compte beaucoup moins de mots qu'en français. Et dernière chose passionnante sur le turc, c'est qu'il suit une harmonie vocalique stricte. Les voyelles d'un mot s'accordent entre elles selon leur timbre, grave ou aigu, ce qui rend la langue très fluide et chantante. J'avais parlé de ça avec Mathilde, la québécoise rencontrée à Tbilissi. En turc, pour le pluriel, on ajoute le suffixe lar ou l'air. Et le choix de l'ar ou l'air va se faire selon la voyelle qui a précédé dans le mot. Donc par exemple, si je veux dire les chats, chat en turc c'est kedi. Si je veux dire les chats, je vais dire kedi l'air. Parce qu'avec le i, on ne peut pas mettre un a.
Donc on ne pourrait pas dire Kediler, il faut dire Kediler. Par contre, si je veux dire les femmes en turc, les femmes c'est kadın. Kadın, la dernière voyelle, c'est le i turc sans point, qui est un peu comme le e de œuf en français. Et donc je dirais kadınlar, parce qu'avec le i sans point, on ne peut pas mettre le e, il faut mettre un a. Voilà, je découvre donc une très belle langue tout à fait passionnante. Pour terminer l'épisode, voici votre nouveau challenge sonore. J'attends vos réponses par message. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a fait voyager et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à m'écrire un petit message, ça me fait toujours trop plaisir. Le prochain épisode, c'est enfin l'épisode hors série. Donc si vous avez des questions sur mon voyage, envoyez-moi un message vocal, c'est le dernier moment. Je vous laisse là, je retourne à mes aventures. Je vous fais plein de bisous. Bisous la team, je vous aime.